flotte encore un peu dans cette salle. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque est pour remercier et féliciter Jacques Caillé, Jacques Barry, Sylvain Leroy, et aussi les organisateurs du FOD en général et ceux de la région centre, d'avoir consacré une matinée à l'industrialisation, à la question de l'industrialisation des industries du lithium. Je pense qu'il y a 10 ans, un débat même embryonnaire du type de celui auquel nous avons participé tout à l'heure et ce matin n'aurait pas été possible. Et je vois là la marque de l'inventivité, de la créativité du FOD qui cherche à dépasser les situations acquises pour essayer de réfléchir un peu à ce que peut être l'avenir. J'essaierai d'ailleurs de vous montrer dans mon intervention ce que pourrait être l'avenir et peut-être même, je vous avais dit, peut-être un rôle que le FOD pourrait jouer par rapport à cette activité. Et mon troisième point sera pour entrer dans le vif du sujet et pour partir d'une question à laquelle manque d'ailleurs l'image que j'avais connue, je vous le dis, alors je suis désolé, c'était une image du jardin des délices et de l'enfer de Gérard Courgeot, donc je vois que ça passera sur mon écran. La thèse que je voudrais défendre tient en deux propositions qui sont apparemment contradictoires. La première de ces deux propositions, c'est que la numérisation se peut être l'enfer de la formation, comme d'ailleurs de la formation à distance, comme d'ailleurs pour les trois autres secteurs historiques des industries éducatives sur le monde. Cependant, et c'est ma deuxième position, ma seconde position, il se pourrait que de l'enfer au paradis, le chemin ne soit pas si long qu'on pourrait le penser. Toute la question est donc de savoir comment raccourcir, c'est-à-dire comment permettre à l'ingénierie de la formation, et en l'occurrence à l'ingénierie de la formation à distance, de tirer avantage des transformations stratégiques et des mutations organisationnelles associées à la numérisation. Et vous observerez tout de suite que je dis associées à la numérisation et non pas induite par la numérisation, parce que, comme vous le savez, en ces matières, il n'y a pas de place pour un déterminisme technique. En réalité, l'expérience montre qu'une transformation technologique ne produit généralement ses effets que dans un milieu qui était préparé à l'accueillir. Donc, pas de déterminisme, mais plutôt une forme de récursivité. Par rapport à la question que je viens de poser sur les stratégies à engager avec la numérisation, l'honnêteté m'oblige à dire tout de suite que je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse toute faite, mais que ce que je pense, ce que j'espère pouvoir proposer très modestement et en priant de m'excuser pour le caractère un peu lacunaire ou caricatural des propos que je vais tenir, ce que je pense pouvoir vous proposer, ce sont quelques idées ou quelques clés qui devraient éventuellement vous permettre d'acquérir une meilleure appréhension des enjeux et des questions en suspens liées à cette industrialisation dont nous parlons, et comme ça a été dit tout à l'heure, en lien avec la numérisation. Premier volet pour essayer de voir pourquoi la numérisation des industries éducatives, comme c'est le cas d'ailleurs pour les industries culturelles en général, peut être un enfer. Autrement dit, qu'y a-t-il dans la numérisation et dans les phénomènes qui lui sont associés qui déstabilisent l'ordre établi, les positions acquises, les principaux acteurs, c'est-à-dire vous-même? À cette question, ma réponse sera que la numérisation accentue toute une série de transformations qui, comme ça a d'ailleurs été dit tout à l'heure, étaient potentiellement à l'œuvre avant l'intervention de la numérisation, mais que cette numérisation vient exacerber, notamment en favorisant la contestabilité des positions, des marchés, et en remettant en cause les sources de légitimité, les monopoles ou les oligopoles en place. Alors je rappelle qu'un marché, un espace contestable, c'est un espace sur lequel il est possible d'entrer et de sortir sans supporter de coûts. En l'occurrence, la contestabilité des marchés de la formation, et notamment de la formation à distance, marché au sens large, la contestabilité tient au fait que, premièrement,
clivages et les périmètres des grands secteurs qui forment les industries éducatives tendent à être brouillés. Deuxièmement, les rapports de force à l'intérieur de chaque secteur tendent à être remis en question. Troisièmement, dans chaque secteur, des acteurs qui n'étaient pas traditionnellement présents dans le secteur en question, ou parfois même qui n'étaient pas du tout présents dans la formation, se mettent à vouloir rentrer, et parfois d'ailleurs avec succès. Autrement dit, le point de départ de mon propos sera d'essayer de vous montrer que dans les industries éducatives, les grands partages entre les 4 grands secteurs historiques qui forment les industries éducatives, c'est-à-dire l'édition scolaire, l'informatique pédagogique, la formation à distance et ce qu'on pourrait appeler le ludo-éducatif et que je préfère appeler les produits éducatifs non formels. Donc, comment les grands partages entre ces 4 grands secteurs tendent, dans une certaine mesure, sinon à se brouiller avec la numérisation, du moins à se redéfinir les uns par rapport aux autres. Je vous signale qu'il y a un 5e grand secteur, qui s'ajoute aux 4 que je viens d'indiquer, qu'on pourrait appeler le secteur des systèmes d'information et de gestion. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est de ce côté-là, me semble-t-il, qu'il faut regarder pour voir l'avenir. Ce que je voudrais donc essayer de voir, c'est ce que la numérisation apporte à ces secteurs. En elle-même, je l'ai dit, rien, parce que, je le répète, la numérisation n'est pas une force qui va toute seule. En réalité, c'est un processus, une dynamique portée par des acteurs qui s'en servent pour chercher à s'imposer à d'autres acteurs. Autrement dit, ce n'est pas la numérisation que vous regardez, c'est l'ensemble des phénomènes stratégiques dont la numérisation est investie. Et pour essayer d'évoquer quelques-uns de ces enjeux stratégiques, je retiendrai, braquerai l'attention sur 3 de ces enjeux. Le premier sur la dissociation des contenants et des contenus. Le deuxième sur l'imposition des normes en provenance de l'informatique qui s'imposent aux 2 autres grands domaines, à savoir l'audiovisuel, le multimédia d'une part, et d'autre part les réseaux. Et le troisième enjeu, la remontée des coûts vers l'amont. Je vais m'en expliquer évidemment. Premier enjeu, comme vous le savez, ça c'est une chose bien connue, la numérisation entraîne la dissociation des contenants et des contenus. Ce qui signifie que la numérisation sanctionne en fait la dissociation des 3 composantes qui font un média. Un média, c'est un contenu, un contenant et un type d'usage, la prescription d'un type d'usage. Éventuellement d'ailleurs, cet usage est assorti de modalités financières, c'est-à-dire de mise en marché qui permettent le financement. Un éditeur, si vous prenez cet exemple, un éditeur n'est ni spécialiste des contenus, c'est les auteurs qui sont spécialistes des contenus, ni spécialiste des contenants ce sont les ingénieurs, les techniciens. En réalité, un éditeur, c'est celui qui conjugue de bons contenants pour de bons contenus. Non pas de bons contenants en général, mais les bons contenus pour les bons contenus. Et c'est celui qui fait de cette aptitude à conjuguer contenu et contenant, qui fait de cette aptitude-là la source de son pouvoir. C'est-à-dire, au nom de cette aptitude à conjuguer contenant, contenu et type d'usage, c'est lui qui, en fait, va déterminer d'abord le type de produit, le type d'usage, qui va caractériser ou identifier le prix, le volume, le niveau de rétribution des différents acteurs, et puis c'est lui qui, d'une certaine façon, va structurer l'ensemble de la filière. On peut donc dire que l'éditeur joue un rôle de figure centrale dans la filière éditoriale. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que ce pouvoir que l'éditeur tient de son aptitude à conjuguer contenant, contenu et prescription d'usage, ce pouvoir-là, eh bien justement, il est battu en brèche, il est contesté par la dissociation qu'autorise la numérisation entre contenu et contenant. Deuxième enjeu, la numérisation impose au secteur de l'image et des réseaux
les normes et modes de fonctionnement propres à l'économie de l'informatique, avec là encore toute une série de conséquences se traduisant directement ou indirectement sur le mode de fonctionnement des filières de la formation générale. Et là, je voudrais encore vous en donner 3 exemples. Premier exemple de ces conséquences, l'exigence d'un renouvellement permanent des normes et aux antipodes de ce qui se passe traditionnellement dans le monde des télécommunications et dans celui de l'image, dans celui du cinéma, du visuel, du multimédia. Bernard Blandin, ce matin, enfin, l'avatar de Bernard Blandin, nous a dit assez exactement l'enjeu. L'enjeu, c'est l'interopérabilité, justement. Traditionnellement, nous avions en effet, d'un côté, le monde des télécommunications, régi par un processus de normalisation a priori, et valable sur la longue durée, avec d'ailleurs une logique de réseau ouvert. On parle de normalisation par le comité, par exemple l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, c'est un comité. On voit bien qu'on ne s'engage pas dans la production d'un réseau de télécommunications sans se conformer à des normes préexistantes. Sinon, on a peu de chances de pouvoir faire téléphoner les gens les uns avec les autres. Donc d'un côté, le monde des télécommunications avait cette normalisation par le comité a priori. De l'autre côté, le monde de l'image, où la normalisation s'effectue a posteriori, par le marché, c'est-à-dire par une standardisation de facto qui tient à ce que, selon la formule qui est connue, the winner takes all, c'est-à-dire que le vainqueur, au terme d'une compétition qui est parfois sanglante, impose sa norme aux autres acteurs et, en assurant ce faisant, au secteur une certaine stabilité. C'est par exemple ce qui s'est passé pour le Super 8 jusqu'au 35 mm, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs décennies pour le VHS. Or, le monde de l'informatique et, du coup, les autres mondes, ceux des télécommunications, ceux des réseaux et ceux de l'image qui contaminent, ce monde-là ne pratique pas ces deux formes de normalisation. Ou plus exactement, la normalisation qu'il pratique, c'est une forme d'hybride entre la normalisation a priori et la normalisation a posteriori, c'est tout l'enjeu de SCORM par exemple, c'est-à-dire la coexistence de systèmes de normes et de génération de matériel et de logiciels incompatibles, peu compatibles les uns avec les autres, concurrents et souvent propriétaires. Évidemment, cette situation est un handicap pour le développement relativement durable, aussi pérenne, d'une industrie. Deuxième exemple du poids que l'économie du numérique fait peser sur les autres secteurs, réseau et multimédia. Je peux parler ici de la coexistence de deux tendances contradictoires. Première tendance, renchérissement des coûts dû aux vagues successives de matériel de production. Déjà, le simple fait de devoir se rééquiper en permanence se traduit par un alourdissement des budgets, mais en plus par le fait que les matériels eux-mêmes sont de plus en plus sophistiqués, impliquent des structures de production de plus en plus lourdes et de plus en plus coûteuses, donc des produits de plus en plus chers. Et puis la deuxième tendance, la seconde tendance, qui est une tendance contradictoire, et qui est la diminution des coûts liés à l'arrivée de matériel de moins en moins cher, favorisant des productions de qualité moyenne, voire passable, type rapid learning, voire bas de gamme, création amplifiée, simplifiée et automatisée, par exemple à l'aide de scénarisation prédéfinie. Ce qui d'ailleurs du même coup baisse d'autant les coûts d'entrée sur les marchés dans le secteur de la formation pour des acteurs qui sont désireux d'y pénétrer et dont les barrières à l'entrée ne sont plus un obstacle. À partir du moment où les coûts de production diminuent, vous pouvez prétendre entrer dans le secteur. Mais vous prétendez entrer dans le secteur sans forcément avoir le professionnalisme, les exigences, l'éthique, l'expérience des acteurs en place. Et ça, c'est un deuxième facteur qui hypothèque le développement de l'industrie. À partir du moment où cette industrie est totalement contestable, les acteurs en place sont engagés dans une spirale de concurrence par rapport à des acteurs nouveaux qui peuvent améliorer le jeu. J'ajouterais d'ailleurs que la concurrence entre les secteurs
acteurs en place, des acteurs nouveaux, d'autant plus vite dans le secteur de la formation, notamment de la formation à distance, que comme vous le savez, nous sommes dans des secteurs où les marchés sont assez aisément substituables. L'expérience montre que pour l'usager final, je dis l'usager non l'utilisateur, pour l'usager final, finalement, un cours d'apprentissage de l'anglais vaut un autre cours d'apprentissage de l'anglais. Ce qui fait qu'il achètera le moins cher, le plus disponible, autant de concurrence pour le produit fondé sur l'expérience. Troisième exemple est concurrence et conséquence du poids du numérique et de ses modes de fonctionnement sur le secteur. C'est bien connu, de la quasi-disparition des coûts de distribution et de diffusion, de disparition ou annulation, qui se traduit par le fait que le coût marginal de production d'une unité est pratiquement nul. Ce qui évidemment ouvre aux opérateurs la possibilité de réaliser de considérables économies d'échelle, mais leur ouvre également, et c'est l'enjeu, je crois, du débat qui a eu lieu juste avant mon intervention, qui leur ouvre également la possibilité de réaliser des économies gratuites, c'est-à-dire la possibilité de produire des biens ensemble à un moindre coût que celui de leur production séparée. J'étais ce matin dans l'atelier de Thierry Josselin, et c'était exactement ça qui était en jeu. Le troisième enjeu découle directement de ce que je viens de dire. Il a trait aux tensions sur la chaîne de valeur qui résultent de la remontée vers l'amont des coûts précédemment localisés en aval, des coûts précédemment localisés sur la production, et qui aujourd'hui remontent vers l'amont sur la création. On est sur ce point tout à l'heure. Des tensions qui résultent aussi de la multiplication des offres, motivant le développement d'une industrie de l'intermédiation et de la prescription pour tenir compte d'une économie dite de l'attention. Alors, je vais expliquer évidemment tout ce que je viens de dire, ce que je viens d'annoncer, mais commençons par cette économie de l'attention, presque tarte à la crème aujourd'hui, mais quand même importante. Les théories de l'économie de l'attention reposent sur le fait que, des sous-jacentes, selon laquelle l'activité qui ajoute de la valeur au produit est celle qui consiste à créer, entretenir, augmenter la plus rare de toutes les ressources, c'est-à-dire l'attention. Pourquoi l'attention est-elle la plus rare de toutes les ressources? Eh bien parce que les enquêtes, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin en gros elles convergent sur l'idée que 40% des gens qui regardent la télévision s'offrent en même temps sur Internet. 60 à 70% des gens consomment plusieurs médias à la fois. C'est d'ailleurs aussi pourquoi cette exigence de l'économie d'attention met en avant la production d'indices nouveaux, on parle beaucoup actuellement, comme par exemple l'indice d'engagement, qui consiste à évaluer le comportement d'un internaute en considérant le nombre de sessions, la durée, son activité, éventuellement ses achats, tout type d'évaluations qui sont en train de remplacer les mesures se contentant de comptabiliser le nombre de visiteurs uniques mensuels, dont d'ailleurs on ignore si c'est les mêmes ou si c'est les différents. Alors tout à l'heure, je parlais des tendances contradictoires et nous en avons ici un bel exemple. D'un côté, remonter des coûts précédemment localisés sur l'aval de la reproduction vers l'amont de la conception, remonter due à la nécessité d'investir dans la production d'idées nouvelles plutôt que dans la reproduction existante. Ça, c'est le principe de ce qu'on appelle l'économie créative, les industries créatives. Et de l'autre côté, on voit la valeur stratégique prise depuis peu par les fonctions de prescription et d'intermédiation s'interposant entre l'offre et les usagers. J'y reviendrai d'ailleurs dans mon troisième point. Ce que je viens de dire jusqu'à maintenant n'est qu'un exemple, parmi d'autres, de ces tensions qui accompagnent la numérisation partout, notamment dans les industries culturelles, et aussi, bien sûr, dans les industries éducatives, et, a fortiori, dans la formation à distance. Et justement, je voudrais maintenant focaliser un peu sur la formation à distance, et ce sera l'objet de mon deuxième volet,
pour vous montrer que les industries éducatives pourraient bien être un enfer pavé de bonnes intentions. On entend souvent dire en effet que la numérisation est un facteur d'uniformisation. C'est la question qui d'ailleurs a été posée tout à l'heure. Est-ce que l'industrialisation bride la créativité? Pour un grand nombre de ceux qui sont intervenus ici, et comme pour moi, c'est tout le contraire. L'industrialisation permet en effet, comme ça dit dans le livre par Yann, elle permet au contraire la singularisation des parcours, l'individualisation. L'industrialisation du XIXe siècle est synonyme de l'individualisation, et elle permet, ou elle peut permettre, ce qui est moins évident, on parle tout à l'heure, la personnalisation, c'est-à-dire l'inscription de l'usager dans la production du service. Mais je voudrais revenir à un point qui est souvent trop vite passé sous silence, et selon lequel, finalement, la convergence technique, le fait que ce sont les mêmes signaux numériques, ou que ce sont les mêmes terminaux, et d'ailleurs, reste à démontrer, qui feraient transiter des messages différents, en provenance de secteurs de l'information différents. Donc, cette similitude des signaux se traduirait par la constitution d'un vaste champ homogène de l'industrie éducative au début. En réalité, je voudrais défendre l'hypothèse selon laquelle c'est l'inverse qui se passe. Plus que jamais, il y a des industries éducatives, c'est-à-dire des secteurs séparés. Et je voudrais même vous montrer que la numérisation renforce en fait les séparations plutôt qu'elle ne les atténue. Pour essayer d'illustrer ce que je viens d'annoncer, 3 propositions sur lesquelles je vais revenir, mais que j'annonce. La première pour dire que l'intensification l'industrialisation à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est en fait que la marque d'une réindustrialisation. Il existait déjà une industrialisation, j'essaierai d'en donner quelques exemples tout à l'heure. Ce qui du coup a des conséquences. Vous êtes les héritiers d'une forme industrielle qui est en crise, par rapport à laquelle il faut essayer de substituer une autre forme industrielle. L'enjeu est là. Deuxième élément, fragilisation de chacun des 4 secteurs historiques, c'est-à-dire cette exacerbation des clivages est renforcée par le fait, comme j'essaierai de le montrer, que les produits idéal typiques, les produits caractéristiques de chacun des 4 secteurs historiques tendent aujourd'hui à perdre de leur identité. Et troisième élément, cette réindustrialisation s'inscrit dans un mouvement contradictoire de dissémination, recentralisation des données. Je vais maintenant essayer de reprendre rapidement chacune de ces 3 propositions. Premier élément, première proposition, les industries éducatives ne sont pas seulement, ce sont des industries. Ce sont des industries qui répondent aux critères de toute industrie, à commencer par la substitution du capital de travail, ce qu'on appelle la technologisation multimodale. Deuxième élément, l'usage de méthodes rationalisées, de méthodes pédagogiques rationalisées, de méthodes rationalisées d'organisation du travail, ce qu'on appelle la rationalisation. Et troisième élément, une idéologie dans laquelle nous baignons tous, qui est celle d'une idéologie du progrès par les économies d'échelle. Technologisation, rationalisation, idéologisation sont les 3 mamelles, si on peut considérer qu'il y a 3 mamelles, sont les 3 mamelles de ce monstre qu'est l'institution scolaire inventée au XIXe siècle, exactement au même moment que le même scolaire. Donc ce sont des industries, je reviendrai d'ailleurs encore tout à l'heure un petit peu, mais ce sont en fait des industries dont l'ancienneté remonte en fait à la naissance même de la révolution industrielle. Et qui, à ce titre, sont héritières d'une longue tradition dont nous ne pouvons pas faire
sont tous les quatre nés au même moment, très exactement entre 1809 et 1840. Pourquoi 1809? Pourquoi 1840? En 1807, un ingénieur américain, dont j'ai retrouvé le nom et même le brevet, qui s'appelle Hugh Chard, dépose un modèle de ce qu'il appelle une teaching machine. Cette machine à enseigner, en fait, il dépose le brevet au Congrès américain. Il est probable qu'avant lui, d'autres avaient inventé des machines à enseigner, mais n'avaient pas eu la présence d'esprit, l'ingéniosité de déposer cela au Congrès. En tout cas, cette date-là, le dépôt du brevet, signe le début d'une longue lignée, 600 modèles de machines à enseigner entre 1807 et 1850. Pourquoi 1850? Parce que 1850, c'est les dernières machines à enseigner, c'est Skinner. Et 1860, ça va être les premières machines, non plus à enseigner, mais utilisant l'ordinateur, l'enseignement programmé par ordinateur, l'enseignement assisté par ordinateur, etc. 1833, monarchie de Juillet, le ministre Guizot décide, pour des raisons progressistes, même si nous sommes sous la monarchie de Juillet, Guizot est quand même un progressiste par rapport à la Restauration, évidemment. Guizot donc décide de développer un système national, au sens étymologique du terme, de la nation, d'éducation. Pas de maîtres, des maîtres mal formés, qui sont appelés des marchands de participes, pas de ressources, pas de moyens, pas de structure, des maisons d'école, plus ou moins financées par les familles et les collectivités. Guizot engage un processus qui sera repris ensuite par une série de ministres et qui trouvera son épanouissement sous la Troisième République avec les grandes lois Ferry sur l'éducation, le fonctionnaire, l'institution fonctionnaire, etc. Mais quelle est la première mesure que prend Guizot? La première mesure que prend Guizot, c'est de développer l'industrie du manuel. Imaginez-vous qu'en 1833, Guizot commande 300 000 exemplaires d'un livre qui s'appelle Mon premier alphabet, 500 000 l'année suivante et 300 000 l'année suivante encore. Plus d'un million de Mon premier alphabet. Je vous signale d'ailleurs que l'éditeur en question était un certain Monsieur Hachette. Autrement dit, l'industrie du manuel scolaire naît avec la nationalisation de l'éducation, laquelle naît d'ailleurs aussi, la chose est intéressante à relever, naît avec la prescription de la pédagogie collective et simultanée. Avant, on enseignait de deux manières différentes. La grande manière d'enseigner, c'était l'enseignement individuel et collectif, c'est-à-dire chaque élève venait à tour de rôle au pupitre du professeur, de l'instituteur, du maître d'école, montrer ce qu'il avait fait. Ou bien alors une méthode pédagogique très progressiste, très en avance sur son temps, que nous pratiquons aujourd'hui sans le savoir, et qu'on appelle l'enseignement mutuel, c'est-à-dire en fait un professeur avec une escouade d'une quinzaine de contremaîtres, lesquels enseignaient eux-mêmes chacun à une vingtaine d'élèves. Moyennant quoi on pouvait enseigner simultanément et mutuellement par le biais de ces moniteurs à 1000, 2000, 3000 élèves. Je vous signale d'ailleurs que parmi les grands adversaires de cet enseignement, qui n'a pas pris, qui a duré au gros jusqu'à 1880, les grands adversaires c'était l'Église, qui ne souhaitait pas qu'on forme aussi massivement des élèves. À quoi bon leur apprendre autre chose que compter, lire et lire le catéchisme et mesurer. Donc, 1807, machine à enseigner, 1833, les manuels scolaires, l'industrie du manuel scolaire qui va elle-même favoriser une industrialisation pédagogique qui va favoriser le développement d'un système éducatif national. 1840, Bernard Blandin a étudié la chose de près, je crois, l'acte de naissance de la formation à distance, qui est en fait le One Penny Black. Isaac Pitman, auteur d'une méthode de sténographie, fait suivre de quelques semaines le lancement d'un institut de formation à distance à Londres, quelques semaines après l'invention du
timbre-poste. Et pourquoi faut-il le timbre-poste pour développer la formation à distance? Parce que le timbre-poste, c'est l'outil qui manquait. C'est-à-dire un coût très modeste, très modique, pris en charge par l'émetteur et non par le récepteur, la possibilité de diffuser dans l'empire des cours à distance. Et puis enfin, donc vous voyez, 1807, 1833, 1840, 1833 encore, en France, en Grande-Bretagne c'est avant, l'apparition du premier magazine illustré pour apprendre, comme on disait hier, pour apprendre en s'amusant ou s'amuser en apprenant, et qui s'appelle le magazine illustré. C'est la naissance du secteur du vidéo-éducatif. Donc vous voyez, on s'aperçoit que les 4 grands secteurs, le manuel scolaire, la mécanisation pédagogique, ancêtre de l'informatique pédagogique, le ludo-éducatif et la formation à distance, naissent dans ces 3 décennies qui forment le début du XIXe siècle, au cours de laquelle, ces 3 décennies au cours desquelles, naissent également la moissonneuse, la machine à écrire, la première machine à laver, et toutes sortes d'autres inventions qui relèvent de ce qu'on appelle la révolution industrielle. M'étends un peu sur ces éléments pour vous dire qu'il me semble qu'on est aujourd'hui dans la même situation que 1833, sauf que les outils à inventer, les paradigmes à forger, sont différents, sont nouveaux. Du coup, il me semble que l'enjeu de la numérisation, dans sa dimension industrielle, c'est ça. C'est d'essayer d'inventer des formes, des supports, des types de produits, des manières d'enseigner différentes de ceux qui pratiquent, qui sont intellectuels. Parce que ce qui est intervenu entre deux, c'est qu'après un siècle et demi de magnifique développement, il ne faut pas oublier que l'institution éducative, c'est le vecteur du progrès social, et bien après un siècle et demi, ce modèle d'organisation pédagogique, institutionnelle, industrielle, économique, etc., il est en crise. Du coup, cela signifie, me semble-t-il, 2 choses. Premièrement, l'ingénierie de formation reste prisonnière, qu'on le veuille ou non, de ce passé ancien, celui d'ailleurs de la technologie éducative, technologie avec un T majuscule, le courant dit la technologie éducative, et que nous le voulions ou non, et quand on regarde les produits, on voit bien que nous voulons, eh bien, les productions restent marquées par la division et la gestion industrielle du travail. Ce qui nous a été présenté ce matin par ces gosses, c'est en fait un atelier de production, et pratiquement une sorte de chaîne de montage, adapté, mais c'est quand même, nous sommes quand même encore dans l'industrialisation de l'organisation du travail, dans une forme d'organisation scientifique du travail, qui joue sur les enchaînements, c'est-à-dire ce qui est industriel, c'est pas chaque module, chaque unité. Ce qui est industriel, c'est l'enchaînement, c'est la séquence, c'est ça qui est industriel. Et en appliquant des critères d'efficacité et l'optimisation des moyens par rapport aux fins, et parfois d'ailleurs, en se référant encore, implicitement ou explicitement, je sais que je vais vous dire, mais je dois quand même le dire, en se référant implicitement ou explicitement à une forme de behaviorisme consubstantiel, stimulus-réponse. Et on va faire passer sur le fait que cette industrialisation-là, dont nous sommes les héritiers, n'est pas contradictoire avec l'artisanat. Si vous prenez le secteur de l'édition traditionnelle, vous voyez bien que les filières éditoriales industrialisées incluent des poches d'artisanat. L'auteur, qu'on le veuille ou non, parfois même avec son stylo, continue à écrire à la main. Mais cet auteur, il est intégré dans une filière, dans une chaîne de production industrielle. Autrement dit, l'industrialisation n'est pas incompatible avec l'artisanat, au contraire, elle a besoin de l'artisanat pour fonctionner. Deuxième point, pour tirer la conséquence de ce que je viens de dire à propos de l'ancienneté de l'industrialisation au sein des industries éducatives, tout oppose ces 4 secteurs. Et ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que l'industrialisation ne fait que renforcer les clivages.
logiciel, c'est un produit le plus souvent anonyme. On ne renvoie pas à un auteur qui garantit, qui cautionne le contenu du logiciel. C'est un outil modulaire et modularisable et qui, idéalement, est paramétrable à la demande par son destinataire. Vous voyez, d'un côté le manuel, de l'autre côté le logiciel. Le produit ludo-éducatif, c'est un produit dont les contenus et les méthodes sont voulus et conçus en marge de l'école, même si d'ailleurs il concerne quelque chose de scolaire, et explicitement contre l'école. Et il s'oppose à la formation à distance, qui elle-même en fait se plie le plus souvent à un curriculum, crée un curriculum et imite, reprend, parfois singe, les habitudes de l'école. On parle de préau, de salle de professeurs, de cours de récréation, etc. Autant de métaphores pour reconstituer quelque chose de ça. Donc vous voyez, en fait, les produits propres à chacun des secteurs ont chacun leur identité, leur raison d'être. Et le problème, c'est que quand on regarde la manière dont chacun de ces produits s'organise à l'heure numérique, on voit qu'ils restent séparés. Et j'en prendrai un seul exemple qui était celui sous-jacent au débat de tout à l'heure sur la personnalisation. Dans le cas de la formation à distance, l'intégration, l'inscription de l'usager dans la production du service, ce que Guy a appelé le point de circuction, c'est-à-dire la prise en charge par l'usager de la production du service, le point de circuction, il remonte le plus possible à l'avant. En principe, dans la formation à distance, on n'a pas besoin de mettre, pas vraiment, idéalement. C'est l'usager qui est, en quelque sorte, son propre maître. Dans le manuel, la remontée du point de circuction de l'aval vers l'avant, elle est minimale, au contraire. Tout est fait, il n'y a qu'à suivre les consignes. Et dans le cas de l'informatique pédagogique, il y a un certain nombre de variations. Il n'y a pas de raison pour que la numérisation remette en question ces clivages. Deuxième proposition, les stratégies d'accompagnement de la numérisation conduisent chacun des secteurs à s'interroger sur sa spécificité en interrogeant sa singularité, sa raison d'être et les positions acquises. Et du coup, chaque secteur est mis en péril. Je voudrais vous en donner rapidement deux ou trois exemples. D'abord du côté de l'édition scolaire. Si vous regardez les choses, vous voyez que le manuel scolaire aujourd'hui est un produit paradoxal. On continue à vendre des manuels scolaires, y compris des manuels papier. C'est d'ailleurs même la poule aux œufs d'or qui fait que les éditeurs scolaires hésitent à s'engager sur le numérique. Ils veulent garder les sources de revenus du papier. Donc c'est un produit massivement vendu, qui continue, même si quand même, qui continue à être le troisième secteur de l'édition. Mais en même temps, c'est un produit qui est très peu utilisé. Alors, le manuel scolaire est donc déjà, les éditeurs le savent, les enseignants le savent encore mieux, les rapports, en particulier le dernier rapport de l'inspection générale, de façon très caractéristique. Le manuel scolaire est un produit qui est en crise. C'est en fait une fonction signée. On a besoin, les enseignants ont besoin du manuel scolaire, parce que c'est un rattachement à l'institution, etc. Mais en même temps, ils ne s'en servent pas, ils s'en servent très peu. Et du coup, le manuel scolaire hésite entre toute une série de versions d'avatar. D'abord, le manuel homocritique, une belle invention, fausse bonne idée. On numérise le manuel et on dit que ça fait aussi bien. On a besoin d'utiliser du numérique, on garde le manuel papier traditionnel, ça va. Manuel enrichi. Alors, je sais pas, j'ai encore une image, je suis désolé. Ou bien manuel personnalisable. Ce qui d'ailleurs du coup place les éditeurs entre trois options. Ou bien la première option, sauver la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire refaire du manuel traditionnel, mais cette solution n'est ni crédible ni viable, pas de manuel homothétique, donc je pense que c'est une idée qui maintenant est abandonnée. Deuxième option, enrichir le manuel en le faisant renvoyer à des sites extérieurs, en favorisant le paramétrage par l'usager lui-même, mais alors là, au prix d'une perte partielle ou totale de l'autorité éditoriale, c'est-à-dire en fait un glissement de l'édition scolaire vers l'informatique pédagogique, donc perte d'identité. Ou bien la troisième option, développer des manuels personnalisables, mais des fonctions qui sont alors des fonctions de système d'information et de gestion, et qui sortent eux-mêmes de la logique éditoriale. Je pourrais dire la même chose pour l'informatique pédagogique, comme je vois que le temps passe, je ne dirai pas, mais la logique, l'informatique pédagogique, elle aussi, est en crise, partagée entre, pour dire les choses rapidement, disons, logos
test des performances qu'elle produit, et je renvoie à cet égard non seulement aux évaluations du consortium Eurydice, mais surtout aux travaux du département d'État américain sur la faible valeur ajoutée des produits médiatisés. Et puis l'information à distance elle-même, est en crise, vous savez, d'une certaine façon c'est ce qui justifie ces échanges, en particulier avec un e-learning qui combine présentiel et à distance. La question est évidemment de savoir comment chacun de ces secteurs se situe par rapport aux autres. Ma troisième proposition est que cette crise des quatre secteurs historiques, elle est elle-même renforcée par la contradiction entre deux processus contradictoires. Le premier est celui d'un processus de dissémination des produits, et je crois que la séance que nous avons eue hier après-midi est très caractéristique de cette production spontanée de structures, y compris d'ailleurs de structures émanant des collectivités, qui poussent à la production de programmes, de contenus adaptés dans chaque cas, à chaque circonstance, d'un côté, et puis de l'autre côté, contre cette dissémination. Je crois qu'il est indispensable d'aller contre cette dissémination, l'émergence d'acteurs travaillant à une mise en ordre. Et je crois, je vais essayer de vous montrer maintenant, que ce sont ces acteurs-là, ces acteurs qui se profilent à l'horizon, qui sont les acteurs de la mise en ordre, qui vont emporter le morceau. Je passe plus vite pour justement parler de ces acteurs. L'intermédiation et la question de savoir si ce serait par l'aval de l'intermédiation qu'un rapport de force nouveau s'imposerait à l'ensemble des filières des industries éducatives. Alors, je voudrais commencer par, sans entrer trop dans les détails, parce que le temps presse, et puis ensuite parce que ça ne vous intéresse pas nécessairement, je vais quand même partir de la situation existante, pour ensuite vous montrer la situation dans laquelle je crois nous allons. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'analyse de ce qui se passe dans les industries culturelles est très intéressante pour comprendre ce qui se passe dans les industries éducatives. Au départ, dans les industries culturelles, comme dans les industries éducatives, vous avez deux logiques de base, une logique du stock et une logique du flux, et qui, autour desquelles se répartissent tous les produits des industries. Autour de la logique du stock, par exemple l'édition scolaire, l'informatique pédagogique, une partie des produits éducatifs non formels, qui procèdent selon une production et une consommation par coût, à l'unité, une rémunération des acteurs à l'unité et en aval. Je vous vends ce livre, moi l'éditeur, en échange de ce livre, vous le lecteur, vous me donnez de l'argent que je vais redistribuer à l'ensemble des ayants droit, de l'auteur jusqu'à l'imprimeur, etc. Et puis de l'autre côté, une logique du flux, qui est par exemple la logique de la télévision classique, conventionnelle. Après cette journée bien remplie, vous, dans votre hôtel ou chez vous, vous vous mettrez dans votre fauteuil et vous regarderez le programme de la télévision tel qu'il passe. Là, en l'occurrence, il y a aussi de la commercialisation. Mais la commercialisation, elle n'est plus à l'unité, au coup par coup et en aval, elle est en amont, car ce qui est vendu, c'est pas le programme, ce qui est vendu, c'est l'audience, c'est-à-dire vous, à des annonceurs, par qui? Par l'opérateur, donc une rémunération indirecte, en amont et en continu. La figure centrale du modèle du flow, c'est le programmateur, c'est celui qui fait le bon matching entre le bon produit, la bonne audience et la bonne publicité. Donc voilà les deux grands modèles historiques qui traditionnellement ont structuré les industries éducatives comme les industries culturelles. Or voilà qu'avec la numérisation, d'autres, oui, ça c'est bien dommage, parce qu'en plus, alors là il y a un magnifique chemin. Alors ça va il n'y a pas de tag sur ce PC, donc ça ne fonctionne pas. On va vous distribuer, on publiera le PowerPoint de Pierre Dumas, vous mettrez tous une tag dans vos PC pour que ça fonctionne. Je sais pas comment vous avez. Voilà, alors en fait, ce schéma était un extrait, une capture un peu caricaturale d'une magnifique étude qui a été faite par
Company et compagnie, et qui montre les évolutions de 3 grands postes dans les industries culturelles. En gros, entre 2000 et 2009. Hein. Les 3 grands postes, c'est la production, l'édition, agrégation, et la distribution. Alors, si on prend le cas de la production, on s'aperçoit qu'elle reste à peu près homogène entre 2000 et 2009. Si on prend le cas de l'édition, on s'aperçoit que sur le chiffre d'affaires mondial des industries culturelles, le poids de l'édition en 2000 c'était 71%, en 2009 c'est 48%. Et qu'est-ce qui a gagné? Ce qui a gagné, c'est le 3e secteur, c'est-à-dire la distribution, l'intermédiation, qui passe entre 2000 et 2009 de 17% à 39%. Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est de voir que, selon un processus classique dans les industries culturelles, depuis que les industries culturelles existent, le nouvel acteur qui vient s'impose en s'interposant. Prenez le cas du cinéma. Le cinéma ne s'invente pas ex nihilo. Le cinéma reprend des images au music hall ou à la vie foraine. Autrement dit, on filme des spectacles de music hall et on en fait du cinéma. La télévision vient en s'interposant entre le cinéma et l'usager. Elle diffuse des films, elle devient d'ailleurs le premier producteur de films. Le câble opérateur, le câble distributeur, vient en s'interposant entre les chaînes de télévision qu'il constitue en bouquet et l'utilisateur. La question, c'est de savoir aujourd'hui quelle est l'étape suivante. Quelle est l'étape? L'étape, c'est par exemple, alors, vous connaissez peut-être, Corélis, par exemple, dans notre secteur. Corélis, la plateforme du CRTP Aix-Marseille, sur laquelle j'irai un mot tout à l'heure, c'est ça. L'intermédiation, c'est-à-dire cette attitude que les acteurs ont de s'interposer entre l'offre existante et les usagers, et du même coup d'ailleurs à exproprier, à capturer une partie des recettes de l'offre existante, tout en valorisant cette offre, c'est ça. Il y a 3 modèles. 3 modèles qui s'inscrivent dans cette intermédiation. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Le premier modèle, c'est le modèle du club. C'est le modèle du câble distributeur. Qu'est-ce que vous achetez quand vous êtes membre d'un club? Vous achetez simplement le droit de regarder forfaitairement tout ce que vous voulez. Que vous regardiez ou pas, que vous utilisiez ou pas. Vous êtes membre du club. C'est exactement la câble opérateur. Deuxième modèle, le compteur. Alors, vous voyez, dans le modèle du câble opérateur, c'est plus l'éditeur qui est la fonction centrale. C'est même plus le programmateur qui est la fonction centrale. Celui qui est la fonction centrale, c'est le gestionnaire du club. Deuxième modèle, le compteur. Le compteur avec un MP, comme le compteur électrique. C'est le modèle de la déroullement, qui d'ailleurs constitue un champ d'application très intéressant pour Et là, l'utilisateur, il paye pourquoi? Il paye au prorata de sa consommation. Il consomme pas, il ne paye pas. Il consomme, il paye. Et puis le troisième modèle, c'est le modèle du courtage, du courtier. C'est en fait typiquement le modèle de Google. C'est-à-dire que vous payez, ou de l'agence patrimoniale, vous ne payez, ou l'agence immobilière, vous ne payez que au moment où se réalise le FIT. C'est-à-dire au moment où se réalise la transaction. Quel que soit d'ailleurs le mode de paiement, ça peut être la publicité, ça peut être une rémunération spécifique. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que ces 3 grandes familles d'acteurs, qui sont d'ailleurs des familles concurrentes, le compteur n'est pas le club, et qui n'est certainement pas le courtier. Ces 3 grandes figures s'imposent aujourd'hui dans le secteur des industries culturelles, et je fais le pari qu'ils s'imposeront également dans le champ des industries éducatives. Ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fonction parasitaire, au sens étymologique du terme. Ils vivent sur le dos d'eux. Regardez les procès que la presse fait à Google. Quand la presse ou l'édition fait un procès à Google, c'est pas pour empêcher Google d'agir. C'est simplement pour peser en faveur d'une meilleure répartition des recettes. C'est ça. Même la martinière accepte de passer par Google si Google lui assure autre chose que 2%.
CNE, CNS par exemple. Moi aussi, ça ne marche pas. Vous prenez tout, hein, les grands, l'ensemble de l'édition scolaire, d'un côté Hachette, de l'autre côté Editis, vous faites chacun d'eux fait une plateforme et propose l'ensemble des produits. Ça marche pas. Ça marche pas pourquoi? Parce que ces plateformes-là, ces plateformes propriétaires en quelque sorte, sont privées des 4 sources de pouvoir, des 4 moyens d'action, dont dispose au contraire une plateforme comme celle dont je parlais tout à l'heure, Corélis, pas la seule, mais c'est sur ces 4 formes que je terminerai. Premier moyen d'action, ces plateformes se constituent comme un regroupement raisonné de ressources autour d'un point d'accès unifié. Et ça, c'est très important, cette idée de l'unification. Pour l'usager, pour l'utilisateur, il est important d'avoir un interlocuteur qui ensuite le renvoie et lui permet de comparer, et d'avoir un point d'accès unifié. On retrouve la logique du dominant text. Donc, ces plateformes exercent une fonction d'agrégation et de mise en réseau, plus exactement d'agrégation par la mise en réseau, y compris d'ailleurs la possibilité d'échange entre les acteurs. Deuxième source de pouvoir, ces plateformes pratiquent, ces acteurs de l'intermédiation, pratiquent une interposition active entre ressources et usagers. Qu'est-ce que ça veut dire active? Ça veut dire qu'en fait, ces acteurs sont en mesure de disposer d'un pouvoir important de prescription des usages et de prescription de l'offre. Corélis, par exemple, joue un rôle, piloté par le CRDP de Marseille, joue un rôle majeur dans l'utilisation, dans l'insertion des outils et des médias éducatifs dans les établissements. Enfin, voilà comment ils s'en servir. Donc un rôle normatif, prescriptif, mais joue également un rôle très important auprès des éditeurs, par exemple en termes de tarifs, en termes de prix, en termes de format. J'ai vu moi-même les responsables qui s'adressaient à de grands opérateurs de l'édition scolaire et les obliger à diviser leur prix par 10. Troisième source de pouvoir, ces systèmes d'intermédiation recueillent des informations d'une grande importance stratégique sur les préférences des usagers, sur leur comportement, sur leurs attentes, et ces informations elles-mêmes ont une considérable valeur commerciale. Je dirais même que d'une certaine façon, quand on regarde ce que fait Google, par exemple, on voit que Google vit beaucoup de recettes, de publicité, etc., mais il vit beaucoup aussi des informations qu'il récupère sur les pratiques. C'est ça l'enjeu, c'est cette information stratégique. Et du même coup, on peut dire que d'une certaine façon, ce sont eux qui, possédant l'information, sont capables de structurer l'ensemble de la filière. Et enfin, la quatrième source de pouvoir, et non des moindres, le développement des plateformes favorise le déplacement du pouvoir d'action, du pouvoir de la dynamique vers l'aval sur la chaîne de valeur. Par rapport à cela, eh bien, il me semble que la question qui vous est posée, qui nous est posée, est celle de savoir ce que va devenir la formation à distance. Sera-t-elle, le secteur de la formation à distance, sera-t-il en mesure d'investir ce cinquième secteur, le secteur des systèmes d'information et de gestion, et de se poser en fédérateur non seulement du champ de la formation à distance, mais de l'ensemble des industries éducatives, ou bien sera-t-il ravalé au rôle ancillaire d'un prestataire de services alimentant des plateformes gérées par d'autres? Il semble que la question qui nous est posée, la question qui vous est posée, et je dirais d'une certaine façon peut-être la question à laquelle le FOD, en tant que structure fédérative de la profession, est posée, c'est celle-là. C'est celle de savoir rôle ancillaire ou rôle dynamique. Je vous prie encore une fois de m'excuser à la fois pour le caractère brutal et simplificateur des remarques que je viens de faire, et peut-être aussi pour la dimension un peu provocante